Voilà, on est 15 heures, donc on a promis de commencer à 15 heures et je vous souhaite tous le bienvenu donc sur ce webinaire sur la norme EN 12831. Euh, L'orateur d'aujourd'hui, c'est Christophe Delmotte. La personne ne vous êtes certainement pas inconnu. Je vais vous le montrer, le voilà. Et je propose qu'on commence directement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la chat box en bas et on verra bien pendant le discours de Christophe si en effet on doit l'interrompre pour répondre à une question pertinente immédiatement ou si on les conserve jusqu'au bout. Voilà, Christophe, la plateforme ou comment dire, la caméra est à toi. Je ne t'entends pas, moi. Mm. Voilà, est-ce qu'on Ok. m'entend? C'est mieux? Ok. Merci Yoris. Donc, et bonjour à toutes et à tous. Et je dois dire que ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Je vois là 44 personnes déjà, ça me fait très plaisir. Et effectivement, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la méthode de calcul de la charge thermique des bâtiments. Vous savez que la norme a été révisée en 2017, qu'en 2020, il y a l'annexe nationale qui est parue. Et effectivement, il nous a semblé utile de vous informer là-dessus et de vous montrer un peu l'outil de calcul qu'on a mis à votre disposition. Alors, pour votre confort, je vais couper ma caméra, enfin couper, je vais pas montrer ma caméra, juste vous montrer les slides, comme ça, ce sera beaucoup mieux pour vous. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de montrer l'écran avec ma souris, donc quand ce sera nécessaire, je vais essayer de vous préciser ce que je veux montrer sur l'écran. Mais si jamais il y a des questions, donc n'hésitez pas à le mettre dans le chat et alors Yoris nous informera quand c'est nécessaire de répondre. Voilà. Alors, ça c'est bien. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler? Il y aura une petite introduction. On va parler de l'outil de calcul et des données de base pour le calcul. Ensuite, la perte thermique par transmission. Et on ira jusque-là aujourd'hui, parce que donc l'exposé est en deux parties. Et puis la fois prochaine, donc le 16, on parlera de la perte thermique par renouvellement d'air, la puissance de préchauffage supplémentaire et alors la charge thermique nominale. Donc, comme je vous ai dit, la norme européenne a été révisée en 2017 et en 2020, on a publié l'annexe nationale. Ici, c'est marqué encore PR, NBN, mais vous pouvez oublier le PR, c'est vraiment maintenant une norme belge. Cette annexe nationale contient toutes les valeurs qui permettent d'appliquer la norme européenne. Donc, que ce soit la méthode complète ou simplifiée, vous pouvez tout appliquer. Mais cette annexe nationale contient aussi une méthode simplifiée parce qu'il nous a semblé que la méthode européenne était à quelques égards un peu trop compliquée et très difficile à appliquer en pratique. Alors, le but de cette norme ou les buts de la norme, c'est bien sûr le calcul de la charge thermique, mais on peut avoir deux buts. Soit on calcule la charge thermique pour l'ensemble d'un bâtiment, si on veut dimensionner le générateur de chaleur, par exemple, ou bien on peut faire le calcul pièce par pièce pour le dimensionnement des radiateurs, des convecteurs ou du chauffage par le sol. Comme je vous ai dit, dans la norme européenne, il y a la méthode standard, la méthode complète, à mon avis, difficile à appliquer en pratique, et alors une méthode simplifiée qui est propre à la Belgique, qui est calquée sur le modèle européen, mais qui contient quelques simplifications et que personnellement, je pourrais recommander. Alors, on va parler de charge thermique, mais avant de rentrer dans les calculs, je voudrais quand même voir un peu ce qu'on entend par charge thermique et quels sont les besoins implicites du client à ce niveau. Donc la charge thermique, c'est en fait la puissance de chauffage qui est nécessaire pour obtenir et maintenir la température de confort dans un espace. Voilà un petit peu ce qu'on souhaite calculer. Je vais appuyer ici, voilà. Alors, les clients ont des attentes implicites. Dans la commission de normalisation, on s'est dit que voilà, si on veut dimensionner un système de chauffage
pour un bâtiment, eh bien, le client, il attend implicitement que quand il fait froid dehors, il puisse faire chaud dans toute la maison, que en même temps, il puisse prendre sa douche et que en même temps, il puisse ventiler la maison. Ça nous paraît être les bases d'un dimensionnement correct. Si maintenant, on nous dit que pour avoir chaud dans la maison, on ne peut pas prendre sa douche et on ne peut pas ventiler, c'est probablement pas l'attente implicite du client. Si par contre on nous dit oui, pour prendre sa douche et pour ventiler en hiver, il faudra qu'il fasse froid dans la maison, c'est pas non plus ce que le client souhaite. Bien, si on nous dit oui, on peut prendre sa douche, on peut ventiler, mais alors on peut seulement chauffer une ou deux pièces de la maison, c'est pas non plus les bases correctes pour le dimensionnement. Donc, l'idée ici, le but du calcul, c'est de pouvoir dimensionner le système de chauffage en toute connaissance de cause dans les conditions, quelque part, les plus défavorables. C'est-à-dire qu'il fait froid dehors, il fait très froid, on en parlera après. Il n'y a pas de soleil, parce qu'en hiver, il arrive effectivement qu'il fasse froid et que pendant quelques jours, on ne voit pas vraiment le soleil. Que toutes les pièces de la maison ou du bâtiment soient chauffées, et qu'on puisse aussi ventiler la maison, donc occuper la maison et la ventiler selon le débit de conception. Ça, c'est vraiment les bases qui ont été prises en compte pour le dimensionnement. Donc, l'utilisateur, lui qui n'est pas spécialiste en chauffage, il attend donc implicitement qu'on puisse chauffer toutes les pièces en même temps, qu'elles puissent être ventilées tout en même temps, et que s'il y a plusieurs salles de bain, plusieurs douches, on puisse aussi les utiliser tout en même temps. Et quelque part après, pour la conception du chauffage, l'utilisateur attend implicitement de pouvoir être libre de choisir de chauffer ou pas une pièce, être libre de les ventiler ou être libre d'utiliser ou pas une douche. Alors, il y a, pour faire ce calcul, maintenant qu'on a fixé un peu les bases, il y a des éléments vraiment importants qu'il faudra fixer et dont on va reparler, c'est la température intérieure des locaux. Quelle est la température de confort qu'on veut atteindre dans les espaces? C'est vraiment une donnée importante. Est-ce qu'on veut chauffer un bureau à 10 degrés ou à 20 degrés? Si on fixe ça ou si on ne le fixe pas, on ne sait pas calculer. Il y a aussi une donnée importante qui est la température extérieure. En fait, on veut savoir jusqu'à quelle température extérieure on veut avoir chaud dans les espaces. Est-ce qu'on veut qu'il fasse chaud dans les bureaux jusque 0 degré dehors ou jusque moins 10 ou jusque moins 20? C'est aussi une question très importante et on va en reparler, on va donner les valeurs guides pour le dimensionnement. Un autre élément principal du calcul, c'est de savoir par où se perd la chaleur, puisque nous, on va devoir chauffer pour maintenir le local à température, il va falloir voir en fait quel est le débit de chaleur, quelle est la perte de chaleur. Cette perte, elle se passe de deux façons. Une perte par transmission, donc c'est un transfert de chaleur au travers des parois. C'est ce que j'ai illustré ici par la flèche rouge qui traverse les parois. Et ça concerne le maintien des espaces à température. Donc, la quantité de chaleur, la puissance qu'il faut pour maintenir à 20 degrés un local. Ensuite, un autre élément, c'est les pertes par renouvellement d'air. Ça inclut la ventilation, l'aération si vous voulez, et les infiltrations d'air par les fuites d'air. Ça concerne le réchauffage de l'air froid qui entre dans les espaces. Et c'est aussi une question de maintien des espaces à température. Donc, si j'ai un local à 20 degrés, quelle puissance j'ai besoin pour la maintenir à 20 degrés. Mais on sait aussi par ailleurs qu'il arrive certaines fois que on ne chauffe pas un local pendant une nuit ou un week-end et que la température soit descendue, par exemple, à 15 degrés. Là, il faudra une puissance de chauffage pour remonter le local jusqu'à 20 degrés et après le maintenir à température. Et cette puissance nécessaire pour remonter la température, c'est la puissance de préchauffage supplémentaire. Ça, c'est un choix qu'on peut faire d'en tenir compte ou pas. Il y a aussi des éléments à ce sujet dans la norme et on verra ça donc la semaine prochaine. Mais c'est un des éléments du calcul qui est très important.
un autre élément du calcul, mais qu'on n'abordera pas dans ce cours-ci parce que c'est tout à fait différent, mais c'est extrêmement important pour le dimensionnement du générateur de chaleur, c'est l'eau chaude sanitaire. Quelle est la puissance qui est nécessaire pour chauffer l'eau chaude sanitaire? Ça fait l'objet d'une autre norme. C'est la même série, mais c'est la partie 3. Là, malheureusement, il n'y a pas encore d'annexe nationale, donc on ne peut pas encore utiliser cette norme européenne, mais il existe d'autres méthodes, méthode DIN par exemple, ou d'autres publications du CSTC qui vous indiquent comment faire. Voilà, ici on n'en parlera pas plus. Alors, ceci est l'introduction. Maintenant, on va un peu voir on va un peu voir quel est l'outil de calcul que nous pouvons vous proposer et les données de base dont on a besoin pour effectuer le calcul. Voilà. Le calcul de la charge thermique, c'est en soi pas très compliqué, mais c'est vrai que si la maison devient grande, c'est un peu compliqué de faire ça sur une feuille de papier avec une machine à calculer. On vit à l'époque des ordinateurs. Voilà, l'idéal, c'est d'utiliser un ordinateur. Il existe des programmes payants, il existe d'autres programmes. Pour la facilité des installateurs et des professionnels qui le souhaitent, nous avons mis une feuille de calcul à disposition. C'est une feuille de calcul qui peut gérer jusque 20 espaces différents. Après, voilà, ça devient des bâtiments plus grands et on a peut-être alors besoin d'autres outils, mais en tout cas pour les maisons unifamiliales, ça convient très bien. C'est au format Excel, c'est gratuit sur notre site. Cet outil fonctionne par des onglets. Donc vous voyez la petite flèche rouge en bas de l'écran qui indique là où se situent les différents onglets. Donc on a un onglet d'accueil, des informations générales, les résultats du calcul, tout ce qui est information sur les espaces, information sur les parois, information sur la ventilation, sur le préchauffage et les pertes par transmission. Donc il y a l'ensemble des choses et au cours de l'exposé, j'illustrerai avec cet outil de calcul. Cet outil de calcul est disponible en français, en allemand, en néerlandais et en anglais. Il y a un petit bouton là que vous voyez à côté du petit logo de la personne qui parle. C'est un menu déroulant, il suffit de choisir la langue et ça change automatiquement. Les calculs ne sont pas perdus. Si vous voulez l'imprimer dans deux langues, c'est aussi possible. Donc, il y a le choix. Alors, le principe de l'outil, c'est de remplir les cellules qui sont oranges. Une cellule orange indique qu'il faut introduire quelque chose. Tout le reste, soit il n'y a rien dedans, soit c'est du calcul, soit des informations, mais on ne sait pas les modifier, donc il n'y a pas moyen de se tromper, sauf en déprotégeant la feuille. Mais une fois que c'est déprotégé, alors voilà, si on commence à changer, il y a 99% de chances que ça plante, donc je ne peux pas recommander d'essayer de changer. Le premier onglet, c'est les données administratives du dossier. Je pense qu'il n'y a pas besoin que je vous explique l'intérêt d'entrer l'adresse du client, l'adresse du chantier, le nom de l'installateur. Voilà, vous comprenez ça très bien. Alors, les données nécessaires, les premières données nécessaires, ce sont les températures extérieures. Je vous ai dit qu'il fallait choisir la température pour laquelle on voulait qu'il fasse chaud à l'intérieur. Eh bien, la norme donne les informations. C'est l'annexe nationale qui donne pour la Belgique un grand tableau avec toutes les communes de Belgique et qui indique la température pour laquelle il convient de faire le calcul. C'est la température extérieure de base. J'y reviens dans 2 minutes. On donne également une température extérieure minimale moyenne du mois le plus froid et une température extérieure moyenne annuelle. On va voir ces 3 températures et on verra au cours de l'exposé à quoi elles servent. C'est donné sous forme de tableau dans la norme, mais bon, un tableau, c'est pas toujours très évident à utiliser ou pas très didactique. Donc, on a coloré une carte de la Belgique avec les différentes températures. Et vous voyez en fait les zones que vous connaissez depuis la norme B62003 de 86. C'est les mêmes zones. Donc vous voyez qu'il fait plus chaud à la côte et qu'il fait moins chaud à l'est de la Belgique. Mais la différence, c'est que, compte tenu du réchauffement climatique, eh ben, on a constaté qu'on pouvait remonter de 1 degré toutes les températures. Donc, toutes les températures extérieures que vous connaissiez avant ont été remontées de 1 degré. Alors, cette température, c'est quoi?
C'est vrai que parfois on dit, oui, on fait le calcul pour -8, par exemple, mais on dit, ah ben, ça n'arrive jamais. En fait, c'est pas tout à fait exact. Cette température extérieure de base, c'est la température extérieure moyenne journalière qui est dépassée par le bas en moyenne une fois par an. Donc, sur 20 ans, on va dépasser, être en dessous de cette température une vingtaine de fois. Alors, ce ne sera pas une fois par an à chaque fois, c'est certaines années, plusieurs fois, et d'autres années, jamais. Et c'est les périodes pendant lesquelles on connaît au moins 2 jours de suite des températures inférieures à ça, c'est ce qu'on appelle une vague de froid. Et sur les années 1996 à 2015, celles qui ont servi pour déterminer les nouvelles températures, eh bien, on remarque que on a tous les 6 ans environ une vague de froid pendant 3 jours. Ça veut dire que tous les 6 ans, pendant ces 3 jours, bah, il fera un petit peu plus froid que ce qu'on a prévu dans les calculs. Et éventuellement, on pourrait avoir des difficultés à atteindre la température de confort dans l'ensemble du bâtiment. Mais c'est un choix. Donc, et c'est soutenu par les normes internationales qui nous disent qu'on peut faire ça. Bien sûr, étant donné l'inertie thermique du bâtiment, bah, on peut pas vraiment penser qu'on va descendre très bas en température dans le bâtiment, mais éventuellement, on pourrait ne pas chauffer toutes les pièces, par exemple, pour garder la bonne température dans toutes les autres. Si maintenant on souhaitait chauffer ou concevoir le système pour vraiment ces températures extrêmes que l'on peut connaître extrêmement rarement, on estime qu'il faudrait entre 10 et 20% de puissance en plus. C'est possible, bon, ça coûte plus cher, mais aussi ça va réduire la performance, ça va réduire oui, la performance du système de chauffage. Et donc, dans les normes, on considère que c'est un bon équilibre. Voilà, de ne pas avoir trop de puissance pour garder un bon rendement et accepter que quelques jours par an ou un jour par an en moyenne, il fasse peut-être un petit peu plus froid. Donc voilà les bases de la détermination. Pour les autres, on n'a pas dû faire l'étude nous-mêmes, puisque l'Institut royal de météorologie fournit des cartes. Donc pour la température minimale moyenne mensuelle du mois le plus froid, ben, c'est février. Vous voyez, c'est une carte de 81 à 2010. Et vous voyez que cette température minimale moyenne mensuelle, ça varie entre 1 degré et moins 3,5 degrés. Pour la température extérieure moyenne annuelle, c'est la même chose. Là, ça varie de 11 degrés à la côte à 7,5 degrés à l'est du pays. Mais on reviendra là-dessus et je vous dirai pourquoi on utilise ces températures, vu que c'est assez nouveau dans cette norme. Alors, pour utiliser l'outil de calcul, bah, donc il faut fixer ces températures et l'outil de calcul fait en sorte que il vous suffit de rentrer le nom de la commune. Vous voyez en orange au-dessus, là, j'ai rentré Sombref comme exemple. Simplement, c'est une liste déroulante. Donc, vous choisissez la commune et les températures sont fixées automatiquement suivant la norme. Il y a aussi sur le côté, bon, ici, vous le voyez en dessous, un petit moteur de recherche. Vous pouvez taper le code postal et il vous donnera la commune et alors vous pouvez alors la rentrer dans l'outil. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, il suffit de rentrer la commune. Après, pour faire les calculs, bien sûr, il faut des données relatives au bâtiment. Il faut les plans du bâtiment, et je sais qu'en pratique, pour des bâtiments existants, c'est parfois un peu compliqué, mais il faut ces données. Il faut des informations sur les entités de bâtiments adjacentes. On verra un slide juste après, mais entités de bâtiments adjacentes, ça veut par exemple dire l'appartement du dessus ou du dessous dans le même bâtiment. Il faut des infos sur les bâtiments voisins. Il faut qu'on puisse faire la distinction entre les espaces chauffés et les espaces non chauffés dans le bâtiment qu'on considère. Il faut aussi qu'on puisse donner un nom et une affectation à tous les espaces chauffés. Vous savez que voilà, on ne chauffe pas une salle de bain et un hall d'entrée à la même température, donc il faut quand même qu'on soit informé sur l'utilisation des locaux.
Et en fonction de ça, il faudra qu'on attribue une température intérieure à tous les espaces chauffés. Et ça aussi, on va le voir, il y a des tableaux dans l'annexe nationale qui recommandent des températures intérieures pour le chauffage des locaux. Voilà, ici c'est un petit point sur la terminologie, c'est la terminologie de la norme européenne, on n'a rien inventé à ce niveau-là. Donc vous voyez au centre du dessin, qui est repéré par la lettre majuscule A, c'est le bâtiment qui est considéré. Et dans ce bâtiment, on a des entités de bâtiments, des appartements par exemple, ou des magasins, c'est ce qui est repéré par les chiffres 1, 2, 3, hein, qui sont l'un sur l'autre, par exemple 3 appartements. On a aussi des espaces non chauffés. Ça peut être dans notre bâtiment un garage non chauffé, c'est le chiffre 4 que vous voyez sur l'image, ou bien une cave par exemple, celle qui est en sous-sol. Et puis à côté de ça, désigné par les lettres B, vous avez les bâtiments voisins. Alors nous, dans notre bâtiment, on peut chauffer les entités 1, 2 et 3, et ici sont désignés les espaces 4 et 5 comme espaces non chauffés. Donc ceux-là, on ne va pas les chauffer. Dans l'entité numéro 1, celle qu'on considère pour notre calcul, il y a différents espaces qui sont chauffés. C'est les espaces repérés ici par les lettres A et B. Voilà, ça c'est un peu la terminologie européenne. Bâtiment, entité adjacente, espace chauffé, espace non chauffé. Voilà, c'est pas très compliqué, il faut juste s'y faire pour pouvoir suivre cela. Alors, il faut les plans du bâtiment. Ça veut dire qu'il faut une information sur la géométrie du bâtiment et il faut aussi des longueurs, puisqu'on va devoir calculer des surfaces de parois. Il faut qu'on ait une information sur les longueurs. Vous voyez sur le plan, on a aussi l'affectation des locaux, séjour, cuisine, bureau, salon et autres. On a l'implantation des fenêtres. Tout ça, c'est des choses qu'il faut pour faire le calcul. Il faut aussi une coupe du bâtiment, puisqu'on aura besoin de la hauteur des espaces pour calculer la surface des différentes parois. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi. Alors, après, la température intérieure de base, il faut dire que d'abord, c'est vraiment le choix du client ou du prescripteur. Il peut vous dire, moi, mon séjour, je veux le chauffer à 22 degrés. Voilà, c'est un choix, c'est fait. Mais s'il n'y a pas d'informations spécifiques, ou si le client ne dit rien, eh bien, on peut se baser sur les informations recommandées par la norme et disent que globalement, un salon, une salle de séjour, un bureau, une classe, c'est 20 degrés. Une salle de bain, c'est 24. Une chambre à coucher, c'est plutôt 18. Un atelier, un magasin, une église, c'est plutôt 16. Une salle de gymnastique, une salle de sport, c'est aussi plutôt 16. Tout ce qui est couloir, débarras, buanderie, WC, c'est aussi 16. Une chaufferie, c'est plutôt 10. Un espace qu'on veut garder à l'abri du gel, c'est plutôt 5. Ça, je veux dire, ça n'a pas changé par rapport à l'ancienne norme. Ce qui est nouveau de mémoire, c'est un espace dont la destination n'est pas déterminée. Effectivement, si sur le plan, il y a quelque part un espace et on ne sait pas à quoi ça correspond, on peut se renseigner, mais si on ne sait vraiment pas, la norme dit, dans ce cas-là, on va prendre 18 degrés. Alors, pour l'outil de calcul, il suffit de désigner chacun des locaux, chacun des espaces de l'entité de bâtiment à chauffer, lui donner un nom et lui attribuer une température de base. Vous voyez, c'est ce qui est indiqué dans les cases oranges. Vous voyez qu'il y a effectivement la place pour 20 locaux. La feuille Excel pourrait en faire plus, mais ça devient quand même très compliqué et pas très convivial alors s'il y a beaucoup plus d'onglets. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier les espaces chauffés indirectement. Donc, effectivement, il arrive très souvent qu'on ne mette pas de radiateur dans un WC parce qu'il n'y a pas besoin de le chauffer directement, mais ça ne veut pas dire qu'il sera à 0 degré. Ça veut dire que ce local sera chauffé indirectement par le chauffage du reste du bâtiment, mais il faut quand même l'introduire parce qu'il y aura des pertes de chaleur via ce local. Donc, il ne faut certainement pas l'oublier. Qu'est-ce qui est nécessaire une fois qu'on a ça? Eh bien, une fois qu'on a ça,
il faudra calculer pour chaque local l'aire nette de plancher de chaque espace, le volume interne de chaque espace. Et la raison de ça, c'est que il faut qu'on puisse calculer la hauteur moyenne de chaque espace. Je vous expliquerai la raison tout à l'heure. Il faut aussi qu'on puisse calculer un certain volume de renouvellement d'air minimum, et pour ça, on a besoin du volume. Donc, c'est quelque chose qu'il faut calculer. On a besoin aussi de la surface des différentes parois. Donc ça, on verra aussi pourquoi, mais c'est quelque chose qu'il faudra calculer. Alors, oui, pour calculer ces volumes, ces surfaces, eh bien, il faut qu'on ait des conventions relatives aux dimensions. Et je dois dire que là, les conventions qu'on a prises sont assez simples. Pour une paroi extérieure, on prend les dimensions extérieures. Pour une paroi intérieure, on prend les dimensions intérieures. Je pense qu'on pouvait difficilement faire plus simple. Donc, sur base de ça, pour deux espaces voisins, on va mesurer jusque l'axe de la paroi commune, et je vais illustrer ça par un petit dessin juste après. Pour les dimensions verticales, on prend de plancher à plancher, et quand ce sont des portes et des fenêtres, on va prendre les mesures sur base des dimensions extérieures des ouvertures. Alors, un petit dessin tout de suite. Vous voyez ici une coupe en plan, une vue en plan. Donc, au bas, vous voyez en bleu des mesures extérieures. Donc là, on va prendre les dimensions extérieures. Et pour en rouge, la paroi qui sépare deux locaux, on prend les dimensions intérieures. Qu'est-ce qu'on perd en prenant les dimensions intérieures? Vous voyez qu'on va juste perdre le petit coin qui est à l'intersection des trois locaux. Là, il y a 10 cm, enfin 10 cm sur 10 qu'on va perdre. Franchement, il n'y a aucun problème avec ça. Alors, si on prend en coupe, par exemple, vous voyez aussi, on a illustré la même chose. On prend les hauteurs extérieures pour les parois extérieures et les hauteurs intérieures pour les parois intérieures. Je pense que c'est assez facile. C'est déjà comme ça qu'on procédait par le passé. Dans l'outil de calcul, voilà, on complète la feuille. Je la complète avec vous au fur et à mesure. Donc, on a rempli les espaces, la température de base. Et ici, on va remplir l'aire nette de plancher et le volume intérieur. Quand je dis on va remplir, on va calculer, il faut se rappeler que c'est un outil Excel et que donc on n'a pas besoin d'avoir une machine à calculer sur le côté ou bien un petit papier pour faire ces calculs. Si pour la cuisine, on a un local qui fait 3,2 mètres sur 4,5 mètres, il suffit d'introduire dans la cellule que c'est égal 3,2 fois 4,5 et on a directement la surface qui se calcule. C'est plus pratique, c'est plus facile et aussi ça permet par la suite, quand on revient dans le dossier, de vérifier si éventuellement on ne s'est pas trompé, si on n'a pas oublié quelque chose, on a toujours la base des calculs qui est sauvée. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre pour continuer le calcul? Il nous faut le coefficient de transmission thermique des différentes parois. Le degré d'isolation des différentes parois, c'est une donnée indispensable. On ne peut pas faire sans, il faut de l'info. Il faut aussi de l'information sur les ponts thermiques. Mais vous allez voir, dans la nouvelle version de la norme, c'est assez facile. Alors, pour les coefficients de transmission thermique, il y a différentes sources d'informations. Pour les nouveaux bâtiments, c'est généralement le cahier des charges ou le dossier PEB. C'est quelque chose que l'architecte doit absolument calculer et présenter à la commune pour avoir le permis d'urbanisme. Donc, c'est une donnée qui est disponible. Pour les bâtiments existants, voilà, je sais que c'est parfois plus compliqué. Alors, si on a un peu de chance, on va retrouver le dossier de construction avec des infos, ou bien un formulaire de calcul du niveau K, c'est ce que j'ai illustré ici. C'est ce formulaire dans lequel on retrouvait aussi les valeurs U. Ou bien peut-être retrouver, ou peut-être le calculer soi-même sur base des informations. On sait qu'il y a de la brique, de l'isolant, un bloc, voilà, on peut le calculer soi-même. Ou alors, on peut aussi se servir de valeurs indicatives. Je vais vous montrer ça. On a publié il y a déjà quelques années
un catalogue de parois très typiques de la Belgique, des murs, des plafonds, des toitures, des sols de caves et autres qu'on retrouve en Belgique. Elles sont toutes illustrées par un petit dessin. Il y a les informations sur les matériaux qui sont pris en considération. Vous voyez par exemple ici un mur extérieur avec un bloc de terre cuite de 14 centimètres, avec une couche d'isolation, une coulisse peu ventilée et puis une brique de terre cuite. Toutes les informations sont données. Il y a une info sur le type d'isolant. Dans le cas de cette feuille, c'est de la laine minérale ou du polystyrène avec une conductivité thermique de 0,05. Et en fonction de l'épaisseur d'isolant, vous voyez dans la colonne, ben, vous trouvez directement la valeur U qui correspond. Donc, ça permet de très vite retrouver la valeur U en fonction de ce qu'on peut constater sur chantier, enfin, dans la maison en rénovation, si on n'a pas vraiment d'infos sur la valeur U. Ça, c'est aussi disponible gratuitement sur notre site internet. Il suffit de le télécharger en PDF. Autre chose, les ponts thermiques. Les ponts thermiques, vous savez, en général, c'est plutôt quelque chose de malheureux. Ça se retrouve pas trop sur les plans. Et c'est hyper compliqué à calculer si on veut vraiment le faire. D'abord parce qu'il faut toutes les informations et ensuite parce qu'il faut des logiciels spécialisés. Donc, dans la norme, il est plutôt prévu, et c'est dans la partie européenne et nationale qu'il est plutôt prévu ce tableau qui dit, voilà, si on a un bâtiment neuf avec un niveau élevé d'isolation thermique et qu'on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait pour réduire les ponts thermiques en dépassant même les règles habituelles, on prend un complément de valeur U de 0,02. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Si maintenant c'est un bâtiment neuf qui est conforme aux règles générales, les règles pour la minimisation des ponts thermiques, on prend 0,05. Si c'est un bâtiment qui possède principalement une isolation thermique intérieure qui est interrompue par des plafonds pleins, par exemple des plafonds en béton armé, là on prend plutôt 0,15. Et pour tous les autres cas, on prend 0,10. On peut reconnaître que c'est assez forfaitaire, mais on peut aussi reconnaître que si on veut vraiment faire les calculs, en pratique, c'est plutôt impossible et que donc, voilà, une approche forfaitaire est quand même très pratique et correcte. Donc ça, il faut aussi l'introduire dans l'outil de calcul. On a un onglet dans lequel on peut introduire jusque 20 parois différentes. Il suffit de leur donner un nom, et c'est important de leur donner un nom assez parlant parce que plus tard, on va les retrouver dans des menus déroulants. Donc, vous entrez l'information une fois, et puis vous choisissez les parois dans le menu déroulant, et toute l'information qui correspond à ces parois revient automatiquement. Donc, on donne la valeur du coefficient de transmission thermique dont on a parlé, et la valeur du pont thermique. Vous voyez qu'ici, moi, j'ai pris 0,05 pour toutes les parois extérieures, et rien du tout pour les parois intérieures. Effectivement, pour les parois intérieures, il n'y a rien à prendre en compte. Alors, voilà, maintenant, on a toutes les données, on sait pourquoi on calcule, on sait un peu dans quelles conditions on veut calculer, on a toutes les données, et maintenant, on peut attaquer le calcul des pertes thermiques par transmission. Je ne sais pas, Yoris, s'il y a des questions déjà à ce moment-ci si je peux continuer. Non, il y a une question, mais tu peux continuer, donc pas de Ok, problème. très bien. Alors, je continue, merci. Voilà, les pertes thermiques par transmission, donc c'est bien transfert de chaleur au travers des parois et ça concerne le maintien des espaces en température. Qu'est-ce qu'on va considérer là-dedans? On va considérer toutes les pertes vers l'extérieur, vers les espaces adjacents, vers les espaces chauffés adjacents, vers les entités de bâtiments adjacents, donc par exemple l'appartement au-dessus de celui qu'on considère, vers les espaces non chauffés, par exemple un garage, et les bâtiments voisins, et vers le sol. Alors, vous voyez que la formule, c'est un peu cette perte thermique, phi, qui est égale à des coefficients de transmission thermique multipliés par un delta T, température intérieure moins température extérieure. On pourrait se dire c'est un peu bizarre qu'on multiplie ce qui concerne par exemple le sol par cette température extérieure. Je vous l'accorde, c'est un peu bizarre, mais si on regarde les formules plus loin,
vous voyez que chaque coefficient H est divisé par la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, de sorte que cette multiplication qui était un peu bizarre au-dessus s'annule et que finalement on multiplie toujours bien par la bonne différence de température. J'ai pas pu comprendre vraiment pourquoi ils ont voulu faire ça au niveau européen. J'ai pas pu les convaincre de supprimer cette chose qui a priori ne sert à rien. Mais enfin, bon, voilà, la formule n'est pas mauvaise, elle est un peu longue. C'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans les transmissions vers l'extérieur? Et donc, je mets ici en vert ce qui compte dans la formule, puisque vous avez vu que ce qui est en dessous en blanc est simplifié par l'autre formule, donc ça ne sert à rien. Donc, en vert, on retrouve la surface des parois. C'est quelque chose d'habituel, hein, vous connaissez tous cette formule. On retrouve le coefficient de transmission thermique de la paroi, plus le supplément pour le pont thermique. Et on trouve aussi une différence de température. On trouve un θ étoile qui est en fait la température moyenne de la surface intérieure de l'élément de bâtiment. Si la hauteur sous plafond est inférieure à 4 mètres, eh bien ce θ étoile, c'est égal à la température de l'air dans le local. C'est la température qu'on a choisie tout à l'heure, par exemple le 20 degrés du salon. Par contre, si le plafond est beaucoup plus haut, eh bien, vous pouvez imaginer qu'il y a quand même une stratification de la température dans le local et qu'il faut en tenir compte. Donc, on va voir ça tout de suite. Et alors, le dernier élément de la formule, vous voyez tout à droite de la formule, c'est θE. Dans ce cas-ci, effectivement, on a la transmission vers l'extérieur, donc on prend bien la température extérieure de base pour le calcul. Mais on va revenir maintenant à cette température moyenne de la surface intérieure, ce θ étoile. Vous imaginez donc bien, hein, si on a un local très haut avec un chauffage par air sans déstratification, eh bien on va avoir de l'air plus chaud au-dessus et de l'air plus froid en dessous. C'est assez naturel. Si par contre on a un système de chauffage par le sol, et vous voyez ça un peu au bas du tableau, la troisième ligne avant la fin du tableau, émission de chaleur intégrée à la surface, là il y a moins, c'est un chauffage par rayonnement, il y a moins de stratification, donc ce gradient de température dont on va tenir compte sera plus faible et c'est ici 0,20. Donc qu'est-ce qu'on a besoin pour calculer cette température moyenne de surface? C'est bien sûr la température du local. C'est aussi ce coefficient G que vous voyez dans la formule et que vous retrouvez dans le tableau. Et puis, c'est la hauteur moyenne de l'élément de surface dont on tient compte. Je vais prendre tout de suite un exemple pour illustrer. Voilà. On a un local avec 6 mètres de hauteur sous plafond. Eh bien, si je veux calculer le transfert de température via le plafond, ben, je vais devoir considérer une température de plafond qui est égale à 20 plus 1. Ici, j'ai pris un facteur de 1 comme si c'était du chauffage par air sans déstratification. Alors, la hauteur du plafond, la hauteur moyenne du plafond, ben, c'est 6 mètres, moins 1, et on voit que je tiens compte d'une température de 25 degrés au plafond. Et donc, pas les 20 degrés de la pièce, mais bien les 25 degrés du plafond. Pour le plancher, la hauteur moyenne, c'est 0 mètre, et ma formule va me donner une température de 19 degrés. Pour la fenêtre, que j'ai illustrée en vert, la hauteur moyenne, c'est 3,25 mètres, et la formule à appliquer va me donner une température moyenne de 22,25 degrés. Donc, quand les espaces font plus que 4 mètres sous plafond, il faut tenir compte de cette formule complémentaire. Maintenant, ça se fait automatiquement dans la feuille de calcul. Alors, en préparant cette norme, enfin cette annexe nationale et cette présentation, j'ai eu des questions sur comment est-ce qu'il faut calculer cette hauteur moyenne. Ici, je vous montre un exemple avec une surface rectangulaire, donc je ne me mouille pas trop, c'est assez facile. Mais si, par exemple, on a une surface comme celle-ci, un peu trapézoïdale, comment est-ce qu'il faut faire? Alors, malheureusement, la norme
européenne ne nous donne pas d'informations. Elle nous donne la formule, mais elle ne donne pas l'info. Donc, je vais vous présenter 3 méthodes de calcul qui sont toutes les 3 acceptables, vu qu'il n'y a pas de, rien dans la norme européenne et qu'on ne peut pas changer ça dans l'annexe nationale. Donc, l'approche simple, c'est de dire la hauteur moyenne, c'est la moyenne arithmétique entre le point le plus bas et le point le plus haut. Dans ce cas-ci, ça fait 3 mètres. Bon. Vous voyez que c'est pas tout à fait satisfaisant. Il y a quand même beaucoup plus de surface en dessous de 3 mètres qu'au-dessus, donc on pourrait essayer de trouver quelque chose d'un peu mieux. Ce qu'on peut faire de mieux, c'est se dire, je vais décomposer la surface en surface plus simple. Ici, un rectangle et un triangle. Alors pour le rectangle, je vais prendre 2 mètres, c'est la moyenne entre 0 et 4. Et pour le triangle, je pourrais dire, je prends simplement la moyenne entre le point le plus bas et le point le plus haut. Ça fait 5 mètres. Alors c'est un peu mieux déjà, mais pour les puristes, ce ne sera pas encore très satisfaisant. Donc si on veut faire encore mieux, on pourrait se dire qu'on va prendre le point d'équilibre, non, c'est pas le point d'équilibre, le centre de gravité du triangle, voilà, qui se trouve à 1/3 de la hauteur du triangle. Et donc, pour le carré, c'est 2 mètres, et pour le triangle, la hauteur moyenne, qui est pondérée par la surface, si vous voulez, c'est 4,67 mètres, qui est en fait 1/3 de la hauteur. Donc ça, c'est une approche plus rigoureuse. Alors, si vous voulez savoir comment faire quand on a un trapèze comme celui-là, on peut le décomposer en 2 triangles et un rectangle. Pour le rectangle, c'est la moitié de la hauteur. Pour les 2 triangles, c'est le tiers de la hauteur. Donc, avec ça, vous avez l'information qui est nécessaire pour savoir comment faire. C'est à vous de choisir si vous prenez la méthode la plus simple ou la plus rigoureuse. Donc, dans le logiciel, lorsque vous avez introduit l'air net de plancher et le volume intérieur, eh bien, la hauteur moyenne sous plafond se calcule automatiquement. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est introduire le système de chauffage qui est utilisé, puisque le gradient de température dépend du système de chauffage. Il faut indiquer si vous pensez chauffer ça par des radiateurs, par le sol, par de l'air chaud, ou si vous pensez ne pas mettre de chauffage. Vous voyez ici que je n'ai pas introduit en orange le mot radiateur. En fait, c'est un problème de choix du langage. Si je rentre radiateur en français, ça ne va pas convenir si je fais la feuille de calcul en néerlandais où je devrais rentrer radiator. Et donc, pour que ça fonctionne dans les différentes langues, on travaille avec des codes et le code est indiqué juste à côté. Donc, vous voyez, RH, radiator heating, c'est radiateur. FH, floor heating, c'est chauffage par le sol. Et le code reste identique dans toutes les langues. De cette façon-là, on peut passer d'une langue à l'autre sans perdre d'informations et sans que ça bug. Donc, ça, c'est aussi une information qu'il faut rentrer. Et pour votre information, on est en train de développer maintenant un complément à cet outil de calcul qui va directement vous faire le calcul des radiateurs. Donc, si vous choisissez un régime de température 70-50, l'autre partie, la nouvelle partie, vous dira, voilà, il faut choisir telle valeur dans un catalogue 75-65 et on prépare aussi un module de calcul du chauffage par le sol basé sur celui-là, donc qui fera aussi le calcul du chauffage par le sol. Et donc, il faut dire dans quel local on chauffe par le sol. Alors, si je continue avec ceci, voilà, on a vu la formule pour les espaces, pour les pertes vers l'extérieur. Maintenant, on a la même formule pour les espaces chauffés adjacents. Donc, ça, c'est par exemple la perte de chaleur d'une salle de bain vers la buanderie. Salle de bain à 24, une buanderie à 16. Vous voyez que la formule, c'est globalement toujours la même, mais ici, on a bien θ étoile intérieure du local K moins θ intérieur du local J. Donc, c'est bien 2 locaux différents. Alors, il faut le compter dans les deux sens. Donc, c'est une perte thermique pour la salle de bain.
mais quelque part, c'est un gain thermique pour la buanderie. Si on ne le fait pas, pour la salle de bain, c'est pas grave. Si on ne compte pas le gain thermique pour la buanderie, bah, c'est pas grave non plus. On mettra un radiateur peut-être un peu plus puissant. Mais si on a beaucoup de locaux comme ça commence à devenir un peu gênant pour la chaudière puisqu'on va chaque fois ajouter un supplément de puissance. Et donc, c'est mieux de le calculer dans les deux sens. Avec la feuille Excel, c'est pas trop compliqué. On peut recopier d'une feuille à l'autre, d'un onglet à l'autre, les données entre la salle de bain et la buanderie, et puis entre la buanderie et la salle de bain, mais on verra ça, et ce sera pour la prochaine fois, cette partie-là. Alors, les pertes par transmission vers les entités de bâtiments adjacentes, c'est le même genre de formule, mais vous voyez qu'ici, dans la formule, la différence de température, c'est maintenant basé sur θ UN, qui est la température intérieure de l'entité de bâtiment adjacente. Et là, il faut donner des valeurs parce qu'on ne les a pas encore données. Donc, oui, l'entité de bâtiment adjacente, je rappelle, c'est un espace qui fait partie du même bâtiment, mais qu'on ne veut pas chauffer, qui ne fait pas partie de notre calcul. C'est donc l'appartement au-dessus ou le magasin en dessous, quelque chose comme ça. Alors, dans la norme, on a dit que si on veut dimensionner la chaudière ou les radiateurs d'un appartement tout seul, on va considérer que les autres appartements ne sont pas chauffés. Il se peut que le voisin parte au ski pendant 15 jours et qu'il baisse son thermostat, ou que l'appartement ou le magasin d'en dessous ne soit pas loué pendant 2 mois, et effectivement, il ne sera pas chauffé pendant 2 mois. Mais nous, on veut quand même chauffer notre appartement. Si maintenant on veut dimensionner la chaudière pour tout le bâtiment, donc le magasin d'en dessous, tous les appartements, là, on va considérer que tous les appartements sont chauffés. Alors, quelle température est-ce qu'on va donner à ces entités de bâtiments adjacents? Bien oui, c'était marqué ici. C'est s'ils sont considérés comme chauffés, vous voyez ça au-dessus, c'est attendez, oui, s'ils sont considérés comme chauffés, bah, je me perds un peu, mais ils sont considérés comme chauffés, ça veut dire que c'est leur température normale, par exemple les 20 degrés. Et s'ils ne sont pas considérés comme chauffés, c'est la température extérieure moyenne annuelle, ça veut dire environ 10 degrés. Donc, si on considère que le magasin d'en dessous n'est pas loué pendant 2 mois, ben, on considère pour le calcul que ce magasin sera à 10 degrés pendant 2 mois. Et donc, dans l'outil de calcul, il y a aussi un onglet dans lequel on va déclarer tous les locaux adjacents. Et il suffit de l'introduire. Voilà, j'ai introduit ici, par exemple, appartement de l'étage 2, 10 degrés, magasin de l'étage 0, 10 degrés également. Là aussi, le but, c'est de donner un nom qui est parlant parce qu'on va pouvoir les réutiliser plus tard dans des listes déroulantes. Donc, l'idéal, c'est de donner un nom pas trop long et compréhensible pour tout le monde, comme ça, tout le monde comprend le calcul. Ensuite, il y a les espaces non chauffés et les bâtiments voisins. Là, c'est un peu la même chose. On doit donner une température pour les espaces non chauffés. Ça peut être le garage, la cave, qui ne sont pas chauffés. Là, il y a un tableau. Ce tableau dit que si on a un espace qui est ouvert sur l'extérieur, forcément, s'il est ouvert sur l'extérieur et qui n'est pas chauffé, on ne peut pas lui attribuer autre chose que la température extérieure. La température extérieure de base, donc le moins 8, quelque chose comme ça. Si c'est un espace sous toiture, avec une toiture isolée, là on va lui attribuer la température minimale moyenne du mois le plus froid, au mois de février, 2-3 degrés, quelque chose comme ça, en fonction des tableaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Si la toiture n'est pas isolée, par exemple, ou par contre, là c'est aussi la température extérieure. Pas de raison de penser que ce local sera plus chaud que l'extérieur. Si c'est un sous-sol, avec plus de 70% de l'air des murs extérieurs en contact avec le sol, s'il n'y a pas de fenêtre, pas de porte extérieure, c'est la température extérieure moyenne du mois le plus froid, donc 2-3 degrés. Si par contre,
Euh, non, température extérieure moyenne, pardon, c'est les 10 degrés. Euh, et s'il y a par contre des fenêtres ou des portes extérieures, c'est la température minimum, donc ce 2-3 degrés. Si c'est un vide sanitaire, je lis sur mon écran et je dois vous avouer que mon écran est très petit parce que je vois tout. Enfin, je vois l'ensemble des informations pour la présentation, c'est tétamine, donc c'est aussi 2-3 degrés, quelque chose comme ça. Et puis pour tous les autres espaces, ben, ça dépend un petit peu. Est-ce qu'il y a des murs extérieurs? Il y a seulement un mur extérieur, deux murs extérieurs, et vous voyez sur le tableau ou dans le tableau la température que la norme demande de considérer. Pour les bâtiments voisins, c'est un petit peu la même chose. Si ce bâtiment est habité, on peut considérer, on peut penser raisonnablement qu'il y aura au moins toujours cette température moyenne extérieure de 10 degrés. Si c'est un bâtiment qui n'est pas habité, hein, donc je veux dire régulièrement pas habité, mais qu'il est normalement isolé, peu ou pas aéré, ben, on peut penser que on va quand même atteindre la température minimum du mois le plus froid, donc 2-3 degrés. Par contre, s'il n'est pas habité, qu'il n'est pas isolé ou qu'il est fortement aéré, pardon, on ne peut pas considérer autre chose que la température extérieure de base, donc le moins 8, moins 9 degrés. Alors, quoi d'autre? Eh bien, la formule, cette formule pour les bâtiments voisins, les espaces non chauffés, c'est toujours la même, hein, c'est le même format. La surface fois la valeur U. Et vous voyez qu'ici, il y a pas de pont thermique, hein. On a des ponts thermiques que vers l'extérieur, vers des espaces intérieurs. Il y a jamais de ponts thermiques qui sont considérés par la norme. Et le delta T, eh bien, c'est toujours notre θ étoile de l'espace intérieur, moins dans ce cas-ci, la température intérieure de l'espace non chauffé ou du bâtiment voisin. Quoi d'autre? Eh oui, donc dans l'outil de calcul, bah, il faut aussi déclarer tous ces espaces. C'est quelque chose qu'il faut faire dès le début. On déclare tous les espaces, toutes les parois et autres. Ici, j'ai rentré un vide ventilé. Je vous ai dit, ça c'est une température moyenne minimum du mois le plus froid, moins 1 dans ce cas-ci. Les combles, bah, j'ai considéré qu'ils n'étaient pas isolés, donc moins 8. Le garage ouvert, bah, s'il est ouvert, c'est moins 8 aussi. Par contre, la maison voisine de gauche, elle est habitée. Donc, j'ai pris la température moyenne de l'année, donc 10 degrés pour son bref dans ce cas-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vu hein, toutes les pertes vers l'extérieur, les espaces chauffés adjacents, les entités de bâtiments adjacentes, les espaces non chauffés, les bâtiments voisins. Il nous reste le sol. Le sol, le principe du calcul, c'est globalement le même. C'est la surface en contact avec le sol multiplié par la valeur U, multiplié par un delta T. Et pour cette fois-ci, on tient compte de la température du sol. Et comme température du sol, la norme européenne indique que c'est la température extérieure moyenne annuelle. Donc, pour son bref, par exemple, les 10 degrés. Voilà. On considère que le sol est à une température de 10 degrés en dessous du bâtiment. Voilà. On pourrait faire des choses plus compliquées, mais on n'a en général pas beaucoup d'informations pour faire des choses plus compliquées mais plus sérieuses. Donc, voilà, faire des calculs plus compliqués juste pour avoir l'illusion que ce soit plus juste, c'est pas toujours très correct. Par contre, on peut moduler et la norme européenne dit que voilà, il faut quand même tenir compte d'un facteur de correction qui tient compte de la variation annuelle de la température extérieure. Et ça, le facteur belge, c'est 1,45. Donc, on multiplie ça par 1,45. Quelque part, c'est comme si on multipliait le delta T par 1,45. Hein. Donc, on compte 10, mais on prend 45% de réserve quelque part. Et aussi, un facteur de correction qui tient compte de l'influence de l'eau souterraine. Effectivement, si le sol est sec ou mouillé, c'est différent. Mais en fait, en vrai, on n'a jamais d'informations sur la hauteur de la nappe phréatique. Et donc, on a pris un facteur fixe pour la Belgique qui est de 1,15. Alors, pour le sol,
en fait, il ne faut rien donner comme information puisque tout est fixé. La seule chose que l'outil de calcul permet de faire, c'est d'indiquer le nom que l'on veut donner au sol. Est-ce qu'on veut dire c'est le sol, c'est le terrain ou en néerlandais c'est grond ou voilà. On peut faire ça, mais il n'y a rien d'autre à rentrer comme info. Alors, je vois que j'ai été un petit peu vite dans la présentation parce que j'avais coupé ma présentation globale en deux et je suis arrivé ici à je suis arrivé ici à la fin de la première partie, mais c'est peut-être bien parce qu'il y a peut-être des questions. Voilà, oui, Christophe, merci déjà pour l'exposé. Il n'y a pas tellement de questions, donc ce qui veut dire que ton exposé était très clair, donc voilà, jusque maintenant. Les seules questions qui ont apparu, c'est si en effet l'annexion nationale pour la partie 3, est-ce qu'elle est déjà en discussion ou est-ce qu'on doit encore entamer le travail? Il y a eu quelques discussions préliminaires, mais là, je dois dire que les travaux sont plutôt à l'arrêt parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de plus de recherche. Ok, donc Voilà. encore un peu de patience, façon de Oui, parler. pour celle-là, oui, Ouais. mais on a les normes DIN et on a publié aussi récemment au CSTC, dans le CSTC Contact, des courbes pour le dimensionnement des systèmes d'eau chaude sanitaire pour les bâtiments résidentiels, en Oui, les fonction du fameuses. nombre de salles de Ouais. bain, de chambres, etc. Mm. Ça, c'est disponible, mais voilà. Donc, on n'est pas sans rien, hein, Non, non. certainement pas, mais pour la norme européenne, effectivement, il faudra encore attendre un petit peu. Ok, parfait. Et voilà, je pense que tu vois les questions aussi là, des deux outils de Oui, je calcul, dois parce les que ça n'a pas ouvrir. pu être dire. Donc, en préparation, est-ce que les autres outils de calcul seront intégrés dans l'outil existant maintenant? Je sais pas, probablement. Alors, attends, hein, donc, je regarde aussi les questions, j'avais pas encore vu. Effectivement, oui, Jean, merci. Tu dis effectivement, faut pas minimiser les ponts thermiques, mais les minimaliser. J'essaye de bien faire la différence, mais parfois, je dis encore minimiser. Merci de le rappeler. Euh, oui, les outils de calcul pour les radiateurs et le chauffage sol. Oui, ce sera allez, a priori, ce que j'ai présenté hier au comité technique chauffage du CSTC, c'est intégré dans le même fichier Excel. C'est vraiment des onglets supplémentaires qui sont automatiquement complétés. Donc, si vous marquez cuisine, que dans la cuisine il y aura du chauffage par le sol, eh bien, dans l'onglet chauffage par le sol, la cuisine est automatiquement reprise avec toutes les informations. Euh, Est-ce qu'on va recevoir la présentation? Oui, Ben, ça c'est clair. pour Donc, moi, oui, ouais, certainement, ouais. c'est Non, non, possible. on la mettra. Euh, Donc, et tu vois la question de Monsieur Morcat là, donc la oui. température basse, est-ce qu'elle n'est pas trop négative? Alors, est-ce que la température n'est pas trop négative? Ben, ce qu'on a fait, c'est que on a repris les données de l'IRM de 96 à 2015 pour une grande série de localités en Belgique. On a analysé ça jour par jour et on a vraiment recherché quelle était la température qui apparaît en moyenne 20 fois sur 20 ans. Et c'est celle-là, c'est ça. Donc c'est pas trop négatif. Alors après il y a la question de la puissance de réchauffage. Hein. Est-ce que le lundi, hein, est-ce qu'il faut voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour le lundi? Bah, je vais pas déjà faire l'exposé que j'ai prévu pour la fois prochaine, mais ce que la norme dit, c'est que bon, on peut en tenir compte, mais aussi si on n'en tient pas compte, alors il est recommandé d'avoir un système de régulation, un thermostat par exemple, qui permet de ne pas faire d'abaissement de nuit ou d'abaissement de week-end pendant cette période la plus froide. Et donc, oui, pendant les jours où il fera très froid, eh ben, on laisse le chauffage tourner pendant le week-end ou pendant la nuit. Mais c'est voilà, c'est une fois par an en moyenne.
Et donc, comme ça, le lundi, ben, il faut pas réchauffer. Je vois la question d'Alain sur le périmètre extérieur. Non, il n'y a plus cette notion dans la nouvelle norme européenne. Voilà. Je pense que cette notion, c'était peut-être une illusion de précision, une illusion de quelque chose de plus rigoureux, mais au fond, ce qui se passe dans le sol, on ne savait pas trop. Et donc, soit on devait aller beaucoup plus loin, soit c'était mieux d'avoir quelque chose de plus simple. Ok. Euh, Alors, la demande de Jean-Louis pour répéter une fois l'explication sur la formule avec le HTI et oui. Ah oui, Hmm. volontiers, Jean. Je vais retourner là-dessus. Je mets ceci et je retourne dessus. Euh, je vais retourner là où j'étais. Euh, voilà. Alors, effectivement, ça reste quelque part un mystère pour moi. Pourquoi est-ce qu'il divise chaque valeur h par θ int i moins θ e pour à la fin remultiplier le tout par la même chose, hein, alors qu'on sait que, par exemple, si je prends HTIG qui concerne le sol, bah, il n'y a aucune raison de diviser ça par la différence de température intérieure-extérieure. Il n'y a aucune raison. Alors, la seule explication que j'ai pu avoir, c'est que ils aimaient bien pouvoir comparer les différentes pertes, les pertes via les différentes sortes de locaux, les comparer elles-mêmes par degré Kelvin. Et que pour ça, ils le divisaient. Alors, j'ai rétorqué, moi, que bah, s'ils voulaient faire ça, il suffisait après de diviser par ce qu'ils voulaient. Mais voilà. Donc, ça ne fait pas de mal que ça se trouve dans la formule. Ça complique juste inutilement, à mon sens. Mais voilà. Pas vraiment d'autres explications. Ok. C'est pas bon pour l'environnement parce que ça demande plus de papier et plus de calcul, de pouvoir de calcul, mais pour le reste, ça ne fait rien. Non, pour le reste, ça ne change rien, effectivement. Ok, ça va. Ok, voilà, donc je vois encore M. Pister, les trois types de température selon la commune, tu vois. Existe-t-il des évaluations des trois types de température selon la commune pour un bilan des apports thermiques? Euh, les apports thermiques pour un calcul de froid ou bien c'est on reste dans le calcul des pertes thermiques pour le chauffage. Parce que donc, ah oui, pour le froid. À ma connaissance, il n'y a pas ce genre de choses pour le froid. Mais à ma connaissance, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais a priori, moi, je ne connais pas ça pour le froid. Ok, voilà, donc de nouveau une réponse à une question. Oui. Alors voilà. Bon, on avait prévu 1 heure et demie. Alors, je vois Jean. Si on avait fait autrement. Bah si, oui, θ étoile, il y reste, il suffisait de simplement dire que c'est la somme de ça et ne pas passer par le H. C'est parce qu'on souhaite passer par le H, mais en soi, c'est pas forcément utile. Mais voilà. Enfin, je veux dire, ça ne modifie rien dans le résultat. Ok. Voilà, donc ce qui nous amène enfin, au bout de la présentation. Oui, Donc, la première partie, la donc, première partie, oui, ouais. en effet. Donc, je te remercie encore une fois. J'invite tout le monde présent de participer donc la semaine prochaine, le 16 septembre, donc à la même heure. Donc, à 3 heures, on recommence, on reprend avec la deuxième partie. Et je vous invite aussi également donc de remplir le formulaire d'évaluation que vous allez recevoir après la fermeture du webinaire ou qui vous sera renvoyé. Et la présentation de
Christophe sera évidemment donc disponible sur le site Attic, comme habituellement, c'est le cas de figure. Ok, je vous souhaite alors tous encore une bonne fin d'après-midi. Et encore une fois, Christophe, grand merci pour cette collaboration. Et de Avec toute plaisir, manière, merci à vous. à la semaine prochaine. Et bonne soirée et tenez-vous bien. Donc, protégez-vous pour tout ce qui est virus. Au revoir et bonne soirée. Merci, Ciao. bonsoir à tous.